je pense que c'est quelque chose qui touche peut-être aussi les photographes et les vidéastes d'autres branches. C'est qu'en fait, quand on communique sur les réseaux sociaux, on a tendance à communiquer à d'autres vidéastes ou d'autres photographes et pas à sa clientèle cible. Donc c'est vraiment ça que je pense qu'il faut garder en tête. Parce qu'en fait, en gros, savoir exactement ce qu'il y a dans le sac du vidéaste de mariage, les futurs mariés, en fait, ils s'en fichent un petit peu, je pense, de ce genre de choses. Donc du coup, ouais, penser un petit peu aux besoins de notre cible et pour pouvoir y répondre si jamais on a envie de faire un petit peu des vidéos pratiques pour les futurs mariés et montrer surtout ce qu'on sait faire assez régulièrement. Ça, je pense que c'est aussi important. Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous chaque semaine de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cette semaine, nous partons à la rencontre de Flora Battesti, photographe et surtout vidéaste spécialisée dans le mariage et le culinaire. Avec elle, nous allons parler du marché de la vidéo, comment un photographe peut se lancer dans cet univers et comment trouver des clients ainsi que les bons tarifs. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant et en laissant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Je vous laisse en compagnie de Flora et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Flora, est-ce que tu peux te présenter ? Salut Fred, du coup moi c'est Flora et je suis vidéaste à mon compte depuis février 2021. Et j'ai deux spécialités, donc je suis vidéaste de mariage d'un côté et je suis aussi vidéaste un petit peu plus pour les entreprises dans le secteur du culinaire. Donc en gros, je les aide à un petit peu penser leur stratégie de communication vidéo, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi pour accroître leur image de marque. Donc c'est des vidéos un petit peu plus marque employeur. Voilà. Et auparavant, j'étais journaliste reporter d'image. Je sais que ça te parle vu que t'es journaliste aussi. Donc du coup voilà. Ah, carrément, j'ai vu sur ton site que effectivement tu parlais de ton expérience de JRI au tout début. T'as fait une école de journalisme ? Ouais, j'ai fait une école reconnue par la profession. J'ai fait l'EPJT, donc l'école publique de journalisme de Tours, quand c'était encore un IUT à l'époque. D'accord, ok. Et tu communiques pas beaucoup, j'ai l'impression, sur ça ? C'est un choix ou... Pas spécialement. Enfin, en tout cas, je vois pas trop peut-être comment en parler. J'en parle, c'est vrai, sur mon site internet. C'est vrai que j'ai pas pensé peut-être à le pousser davantage. En tout cas, quand j'ai par exemple des couples qui sont intéressés par mes services, c'est quand même toujours quelque chose que je leur explique lorsque je me présente, etc. quoi. D'accord. Et j'ai vu sur ta chaîne YouTube, tu as laissé, je crois qu'il y a un reportage pour France 3 Régions que tu avais fait, il me semble, où... Ah ouais, il y en a un que j'ai laissé. Je sais pas. Peut-être. J'avoue. Il me semble avoir vu un sujet sur le tatouage ou un truc dans le genre. Peut-être. Ou sur peut-être quelqu'un qui fait des masques pour le cinéma, non ? Plutôt, effectivement. Ouais. Ah ouais, je pense qu'il a dû passer entre les mailles de mon filet celui-là. Parce que j'ai tout supprimé en fait. À l'époque, ma chaîne YouTube, c'était juste pour montrer mon travail et pour faire en sorte que des télés, en fait, en gros, voient ce que j'avais produit. Ouais, un peu comme un pressbook. Exactement. Donc je pensais avoir tout supprimé, mais du coup pas. Je vais aller vérifier ça. C'est génial, c'est marrant. Je vais peut-être la laisser. Du coup, est-ce que parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont journalistes et certains ont fait des écoles aussi, et quand tu fais une école, tu touches un peu à tout, tu fais de la radio, de la télé, du print, du web. Et qu'est-ce que tu as appris pendant ton école de journalisme et pendant ton boulot de JRI qui te sert aujourd'hui dans la réalisation de vidéos de culinaire justement ou de mariage ? En tout cas, au-delà de aussi l'école où on touche un peu tout, enfin pour te réexpliquer un petit peu vite fait, en fait, à la base, je voulais pas du tout être dans la télé ni dans l'image, je voulais être journaliste presse écrite pour la presse quotidienne régionale. Donc voilà, faire des articles pour les journaux locaux. Et c'est après quand en fait on a découvert dans la seconde année, la seconde partie de notre cursus, quand j'ai découvert la vidéo et la caméra et que là je me suis dit ah ouais en fait c'est vraiment cool de faire des choses animées à l'image, tout ça. Je faisais un tout petit peu de photos pour le plaisir, mais voilà, jamais m'était venue l'idée de faire de la vidéo quoi. Et je dirais vraiment que ce qui m'a aidée, c'est vraiment peut-être, en tout cas dans la partie corporate, c'est d'apprendre à poser les bonnes questions un petit peu.
et de savoir un petit peu aussi comment mettre à l'aise les gens face caméra, tout ça aussi pendant les interviews. C'est vrai que c'est quand même une notion qui est importante. Donc voilà, je sais, ça m'a appris en fait à savoir que lorsque quelqu'un dit quelque chose en interview, de savoir si c'est exploitable rapidement ou pas, ou s'il faut que je fasse reformuler, enfin ce genre de choses. Ça m'a permis aussi d'avoir un esprit très synthétique, donc de tout de suite aller dans la bonne direction. Et pour le mariage, je dirais que vraiment ce que ça m'a appris, c'est la réactivité, beaucoup. Donc c'est-à-dire d'être là au bon moment, au bon endroit. Donc ça, c'est vrai que ça a été très très utile. Ouais, parce que le reportage de mariage, c'est vraiment un reportage quoi, en soi. C'est un peu comme un reportage de presse en manif ou un truc comme ça, il se passe plein de trucs. Exactement. Sauf que, évidemment, ce qui est l'avantage du coup du mariage, c'est que c'est quand même prédictible, donc tu sais exactement les événements qui vont se passer. Bon, tu sais jamais vraiment exactement comment, mais tu t'es quand même beaucoup mieux préparé que l'actualité qui est pour le coup complètement imprévisible. C'est d'ailleurs un aspect que moi je trouve hyper rassurant. De ça, d'avoir un petit peu, voilà, tu sais exactement les moments forts qu'il va y avoir, tu sais un petit peu les plans dont tu as besoin aussi après pour ton montage, donc c'est quand même quelque chose de pas mal rassurant par rapport à l'actualité en tout cas. Comment tu t'es formé à la vidéo, on va dire corpo, ou en tout cas hors presse? D'accord. Ouais, alors ouais, ça a été un long cursus. Donc à la base, déjà à l'école, on nous a appris évidemment l'usage de la caméra. Donc on avait les caméras de point, donc vraiment, je saurais pas trop comment te dire, mais type, pas caméscope, mais tu vois un petit peu, et les caméras épaules aussi, après. Tu vois, les grosses caméras, les PMW 400, c'était ça sur lesquelles on travaillait. Je pense que tu connais bien. Et puis voilà, mais on nous a même pas appris tout ce qui était fréquence d'image, vitesse d'obturation, voilà. On était juste avec la caméra comme ça qui était déjà pré-réglée, évidemment, sauf le focus qu'on faisait manuellement, tout ça. On nous a appris la règle des tiers, super, pour les interviews, quoi. Puis après, c'est tu te débrouilles, voilà. Donc, on nous a jamais appris à bien composer son image en utilisant les lignes directrices, enfin voilà, ce genre de choses, quoi. C'est toujours quelque chose que t'apprends un petit peu après sur le terrain, en tout cas dans le journalisme. Et du coup, après, j'ai travaillé dans une boîte de prod aux États-Unis, une boîte de prod française qui s'appelle Keeping News. Et là, en fait, on a commencé à travailler sur des appareils photo. Donc, c'était l'A7S2 à l'époque. Et là, c'était un tout nouveau fonctionnement. J'avais aussi la caméra, la Canon C100. Je sais pas si tu vois, on avait la C300 et tout. Et donc du coup, j'ai appris une nouvelle façon de tourner avec des objectifs interchangeables, tout ça. Ce qui n'était pas du tout le cas dans le journalisme. Et j'ai senti très vite mes lacunes un petit peu avec ce genre de caméra et tout. Et j'ai voulu apprendre davantage. Et en fait, j'ai découvert une formation qui s'appelle Filmmaker on the Go, que tu connais bien. Et du coup, c'est grâce en fait à cette formation que j'ai approfondi mes connaissances un petit peu dans ce genre de caméra et aussi que j'ai un peu appris à être plus créative à la prise de vue. J'essayais déjà de l'être un petit peu, mais je tâtonnais sans savoir vraiment comment. Et puis aussi, ça m'a beaucoup plus appris au niveau du montage aussi, pareil, à faire des effets, être beaucoup plus créatif. J'ai découvert la colorimétrie comme ça aussi, voilà, plein de choses. Ok. Ah, c'est trop marrant, quand je t'entends dire ça, je me revois en école de journalisme, moi aussi, on me file la grosse caméra bleue là, de France Télé, cette horrible brique qui te massacre l'épaule, et on te montre comment mettre la cassette et on-off, et puis démerde-toi. C'est ça. Foirer les balances des blancs tous les jours, enfin tous les premiers jours et tout, c'est n'importe quoi. Ah mais oui, t'avais fait quelle école? T'avais fait celle de Toulouse ou t'en avais fait une autre? Ah, moi j'étais à l'IEP de Toulouse, à Sciences Po Toulouse, et on avait on a eu un master toujours de journalisme, et effectivement on a un module télé qui était géré par un prof qui était un peu en roue libre, c'était assez marrant. Et ouais, c'était vraiment, tu te débrouilles sur le terrain et démerde-toi. Et très vite, tout le monde a pris son propre petit boîtier, son réflexe, et avec une carte SD, c'était vachement mieux de dérocher qu'avec la DV de l'époque et tout. Ouais. Mais c'est vrai que c'est formateur, en tout cas, le côté être réactif, être débrouillard aussi, parce que on l'imagine pas trop, mais sur le terrain, t'es obligé de te démerder tout le temps. Et je savais pas par contre que tu avais été formé par Alex et MJ. Je sais que tu bosses avec eux, que tu proposes des formations dans le cadre de Filmmaker on the Go. Et c'est chouette. Ben, justement, ils sont passés dans le podcast il y a quelques temps. Ouais, j'avais écouté.
Yes. Et puis c'était passé sur Toulouse aussi, on avait bien rigolé quand il s'était passé. Et toi, comment tu les as rencontrés? Alors, comment est-ce que j'ai découvert leur contenu de base? C'est grâce à mon compagnon. Donc j'étais à New York justement encore à ce moment-là dans cette boîte de prod. Et en fait, je sais pas comment est-ce que mon compagnon est tombé dessus, mais en gros, il m'a envoyé une vidéo qui était en fait à l'époque un petit peu leur workshop qu'ils proposaient en ligne pour après proposer le contenu plus important qui était la formation. Et il m'a dit, bah tiens, regarde, peut-être ça t'intéresse et tout. Et donc du coup, j'ai fait ce fameux workshop en ligne. Et puis après, je les ai suivis sur Facebook, YouTube. Et en fait, à ce moment-là, ils faisaient justement ils faisaient leur défi 365. Donc ils produisaient en gros une vidéo par jour pendant 1 an. Et je les ai suivis un petit peu comme ça. Et en fait, à la longue, bah, j'ai décidé d'acheter leur formation. Voilà, ça s'est passé comme ça. D'accord. Tu les as rencontrés physiquement ou pas encore? Alors oui, je les ai rencontrés physiquement. Déjà dans un premier temps, j'ai participé à un workshop qui a lieu au Portugal. Enfin, ils en font un petit peu partout en Europe pour l'instant. En gros, c'est des workshops d'une semaine qu'ils proposent en présentiel. Et tu viens donc sur le lieu et en gros, tu es logé, nourri et tu as des ateliers vidéo toute la semaine. D'ailleurs, petite info, le prochain, il est en octobre, là, fin octobre, début novembre. Et c'était super. Donc déjà, je les ai rencontrés comme ça dans un premier temps. Et puis en fait, après, ils m'ont proposé en fait de développer une formation sur la vidéo de mariage. Et Alex est venu du coup me filmer en behind the scene pour faire un petit peu une vidéo, voilà, un peu dans les coulisses de comment est-ce que ça se passe un tournage mariage. Et donc je l'avais revu cette fois-là. Est-ce que je les ai revus après lors d'un nouveau workshop qui a eu lieu au Maroc, du coup, début janvier, où là, pour le coup, j'étais en gros coach parmi eux. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que ça a donné ton expérience du coup de formatrice comme ça? Qu'est-ce que tu en retires comme expérience et est-ce que ça te plaît? Je trouve ça hyper enrichissant d'aider les personnes qui sont là en fait où toi t'étais il y a quelques temps, quoi. Je trouve c'est super sympa d'avoir cette espèce d'entraide. C'est quelque chose que je me voyais pas forcément faire au début, enfin en tout cas que j'avais jamais conscientisé particulièrement. Déjà, je pense que quand on a une fibre journalistique de base, je pense qu'on aime un petit peu malgré nous, enfin expliquer les choses, enfin même pas malgré nous, mais c'est notre métier, quoi. Enfin c'est un peu notre essence. En gros, on explique tout ce qu'on a compris. Donc du coup voilà, je pense que ça en est venu un petit peu comme ça, assez naturellement. Et puis non, j'aime bien, je trouve ça très kiffant. Puis j'adore voir les gens évoluer aussi, c'est super chouette. Un petit peu de célébrer les victoires, voir un peu les avancées, tout ça. C'est très très cool. Et dans ces workshops et plus largement dans la formation d'Alex AMJ, est-ce qu'il y a de plus en plus de photographes peut-être qui veulent se lancer dans la vidéo, ou c'est des gens qui se lancent en mode je veux être vidéaste et c'est une reconversion, je faisais autre chose avant, ou tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de photographes qui nous écoutent qui aimeraient se tourner vers la vidéo en se disant que c'est quand même vachement mieux payé que la photo, surtout dans le corpo et même dans le journalisme d'ailleurs. Clairement. Dans la formation en particulier, je sais qu'il y a des photographes qui ont pris cette formation-là justement pour avoir les connaissances en vidéo. Je ne sais pas du tout s'ils sont majoritaires au sein de la formation ou pas. En tout cas, je sais qu'il y en a. Parce que justement, au workshop au Maroc, il y en avait deux participants qui étaient photographes à la base. Donc du coup, je dirais en plus que c'est vraiment un avantage quand tu es photographe de base et que tu veux te lancer dans la vidéo parce que tu as déjà un œil bien travaillé et tout. Donc voilà, tu maîtrises quand même ton boîtier, même si ce sont des réglages différents. Il faut apprendre un peu une nouvelle façon de penser, mais quand même, globalement, voilà, il y a vraiment des similitudes. Donc je pense qu'il y en a quand même pas mal. Après, hors formation FOTG, j'ai aussi pas mal discuté avec des vidéastes qui, avant comme moi, étaient journalistes reporters d'images. Ouais, en plus, les JRI ont un statut, peuvent avoir un statut particulier en étant intermittent du spectacle. Du coup, des fois, ils peuvent bosser pour des boîtes de prod qui vont pas faire forcément du journalisme, mais qui vont rechercher des qualités de journalistes.
Et toi, ça t'est arrivé de bosser pour des boîtes de prod sur des projets documentaires, ce genre de choses? Alors, du coup, ça m'est arrivé quand j'étais aux États-Unis. Mais sinon, en France, j'étais plus dans des chaînes de télé. J'ai travaillé pour le MAG de M6, donc c'est une capsule de 6 minutes qui a le midi. Et j'ai travaillé pour France 3 Régions. Voilà. Sinon, quand j'étais du coup aux États-Unis, j'ai travaillé pour Arte, j'ai travaillé pour TV5 aussi. Donc du coup voilà, mais j'avais pas un statut intermittent. J'ai toujours eu un statut de journaliste pigiste pour avoir la carte de presse pour le coup. Ouais, j'étais pas dans l'intermittence. Ouais, c'est vrai que c'est un peu particulier le statut de pigiste parce que on est tenté à être payé en droit d'auteur ou en intermittent ou autre chose, mais c'est vrai que la carte de presse, ça sert aussi pas mal. Euh, c'est, j'imagine que dans des gens à qui tu donnes des cours, tu remarques peut-être des gens qui ont des blocages ou des peurs, alors surtout peut-être quand on est une femme, des fois c'est quelque chose qu'on entend, les femmes ont parfois un peu moins confiance en elles que les hommes, et dans ce genre de métier où c'est quand même un métier qui est assez masculin, en tout cas dans les rédactions et pas forcément sur le terrain, il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes photographes que d'hommes photographes, mais après c'est peut-être qu'une impression. Mais dans les JRI ou dans la vidéo tout court, comment tu vois les choses et quels sont les conseils que tu aimerais donner peut-être à quelqu'un qui se lance, qui aimerait se lancer, qui voit ça comme un rêve, mais peut-être justement un peu trop comme un rêve, tu vois, quelque chose d'inaccessible et pas pour lui ou elle. Mm. Euh, Bah déjà, je dirais à cette personne que même une fois qu'on est lancé et que ça marche, on a toujours peur en fait. Enfin, moi je sais pas toi, mais moi personnellement, j'ai toujours peur, mine de rien, de pas être assez bonne, que ça soit pas assez bon. Enfin voilà, on est toujours dans une espèce de recherche quand même de perfection. Parce que en gros, enfin, je pense que c'est aussi parce que c'est important pour nous de bien faire les choses, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut voir comme positif, comme étant positif. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus que ça devienne un blocage qui nous empêche de nous lancer. Donc vraiment, le conseil que je donnerais, c'est de vraiment mettre en place les choses pour être peut-être sécurisé d'un point de vue financier. Et ensuite, de pas trop y penser et vraiment se lancer, quoi. Parce qu'il n'y a qu'en se lançant et en faisant les choses qu'on commence après à... Voilà, c'est là qu'on peut s'apercevoir si c'est fait pour nous ou pas, si ça nous plaît. Et puis en fait, on se rend compte que finalement, c'est pas si terrible que ça. Et après, on deal un petit peu avec toutes les autres peurs qui vont venir au fur et à mesure se greffer, au fur et à mesure que l'aventure avance. D'autres peurs arrivent et c'est normal. Et le fait de t'être lancée en indépendante, c'est-à-dire, parce que c'est vrai que ça c'est un truc on n'apprend pas du tout en école de journalisme, on apprend à être littéralement formaté pour rentrer dans une rédac et puis ensuite répondre à un cahier des charges et faire un peu comme tout le monde. Toi, ton expérience et la mienne sont un peu similaires quand on parlait de la caméra, donc à l'autre bout de la France, ça peut être la même chose. Mais par contre, quand on se lance en indépendant, qu'on apprend un peu la compta, la gestion d'entreprise, la stratégie d'entreprise, le marketing, etc., comment toi tu t'es formé et quels sont les conseils que tu aimerais donner peut-être de choses qui t'ont été utiles, qui seraient utiles pour d'autres gens? Euh, c'est vrai que quand on est journaliste, on n'est pas du tout formé sur cet aspect-là de justement tout ce qui est financier, stratégie aussi, de communication pour se faire connaître, tout ça. Je pense quand même que quand on se lance comme journaliste, il y a quand même certaines petites choses qui vont venir aider, qui moi je pense en tout cas m'ont aidé à transposer un petit peu sur mon parcours plus entrepreneurial, donc à mon compte. Notamment le fait un petit peu de ne pas savoir ce que tu vas gagner à la fin du mois, déjà, ça c'est déjà pas mal, parce que mine de rien, quand on se lance comme journaliste, certes le but c'est peut-être au début de se dire d'être intégré dans une rédaction, mais finalement c'est pas du tout en fait ce qui arrive le plus souvent. Le plus souvent t'enchaînes les piges, les différentes télés, etc., les contrats, tout ça, c'est très très précaire. Et là aussi il faut savoir se vendre auprès des rédactions pour justement obtenir des contrats et tout, donc c'est vrai que c'est pas facile. Donc dans tout ce qui est plutôt en tout cas entrepreneuriat, moi j'ai vraiment fait des formations. C'est vraiment les formations qui m'ont aidé en tout cas à un petit peu savoir comment me positionner, savoir comment me vendre, comment atteindre ma clientèle et tout ça, à côté de mon métier de vidéaste, quoi.
Donc ouais, il a fallu un petit peu apprendre le métier d'entrepreneur aussi, quoi. C'est vrai que c'est hyper important. Et ça, c'est dans la formation d'Alex et MJ que tu as pu voir ça? Oui, dans un premier temps, j'ai vu dans la formation d'Alex et MJ. Donc voilà, comment se lancer, comment obtenir ses premiers contrats corpo. Après, moi, je suis allée un petit peu plus profondément dans le sujet en adhérant à des formations en ligne, vraiment sur des prestations de services, notamment une formation qui s'appelle la Micropreneur Academy. Donc du coup, voilà, après, je me suis fait coacher aussi. Enfin voilà, j'ai eu plein de diverses choses qui ont fait que j'ai essayé d'apprendre au maximum pour pouvoir mieux le vivre aussi, parce que c'est pas évident d'être à son compte. Je pense que tu peux en témoigner. Donc du coup, voilà. C'est quoi les trucs, peut-être la chose ou les choses les plus difficiles que tu traversées ces dernières années en termes d'entrepreneuriat? Peut-être un échec ou quelque chose qui t'a vraiment fait flipper ou qui t'a peut-être amené vers le burn-out ou un truc comme ça? Alors, Est-ce qu'il faut forcément que ça soit lié à l'entrepreneuriat ou est-ce que ça peut être lié à autre chose? Genre une prestation ou un truc comme ça? Ouais, ou dans une prestation, effectivement, dans ton métier en général. Ok. Et ben c'est quelque chose, là c'est en toute vulnérabilité, hein. Je l'ai pas dit encore, enfin j'en ai pas du tout parlé sur les réseaux sociaux ni rien. Mais en gros, au mois de mai, j'ai eu un mariage où il fallait capter en fait en intégralité la cérémonie. Qui était quand même quelque chose à laquelle tenait vraiment la mariée. Donc pour ce faire, j'avais proposé une prestation spéciale et j'avais loué du matériel. J'avais loué 2 caméras et 2 trépieds pour pouvoir les positionner de chaque côté en gros de la cérémonie laïque, et avec ma caméra mobile, donc ma caméra habituelle, je filmais des plans. Et en fait, donc il y avait une caméra qui était positionnée en gros plan sur les personnes qui faisaient les discours, et une caméra qui était en plan moyen sur les gens qui faisaient les discours et les mariés de face qui étaient assis. Mais les gens qui faisaient les discours, tu vois, ils étaient un peu de 3/4, voire parfois de dos quand ils s'adressaient directement aux mariés, parfois de profil quand c'était possible. Et en fait, là, c'était une cérémonie assez longue qui a duré 1h40 au total. Et en fait, il y avait une pause entre la fin des discours de tout le monde et l'échange des vœux des mariés. Et en fait, quand il y a eu cette pause, du coup, nickel, j'ai arrêté les caméras, tout ça, et j'ai changé les batteries. Et quand j'ai allumé la caméra de là où il y avait les personnes qui faisaient les discours, il y a eu une erreur d'écriture. Oh merde. Et j'ai perdu le rush. Donc du coup, voilà, donc ça a été très très dur, franchement. Sincèrement, parce que du coup en fait ces gens-là prenaient pas beaucoup de vacances, ils sont eux aussi à leur compte en fait, ils ont justement une boîte de production sur Paris, et bon, déjà quand je me suis aperçue de ça, ça a été très compliqué de pas se décomposer sur le moment même, et après toute la soirée, en plus il faut aller assurer après le cocktail, la soirée, tout ça, enfin faut continuer quoi, faut avoir du nerf, et du coup j'étais pas sûre et certaine, je pensais que j'avais fait une manip qui potentiellement m'avait récupéré mes rushs. Donc pendant la cérémonie quand même, j'ai réussi à rester un petit peu cloisonnée. Mais en fait, ce qui a été très compliqué, c'est que j'ai pas pu, évidemment, je l'ai pas dit au couple quand je me suis aperçue que j'avais pas les rushs, parce que tu vas pas gâcher le plus beau jour de leur vie, quoi. Et après, ils partaient tout de suite en vacances pendant 1 semaine. Et parce que sachant qu'en plus ils prennent pas beaucoup de semaines, donc ils sont directement partis en lune de miel. Donc du coup j'ai dû garder ça pour moi encore 1 semaine, parce que je voulais pas leur gâcher leurs vacances. Et j'ai essayé de récupérer les rushs avec des logiciels payants, etc. Ça n'a rien donné. Et du coup j'ai pris le parti de faire le montage de la cérémonie avec la caméra latérale que j'avais et les plans que j'avais pu avoir avec ma caméra mobile. Et après quand ils sont rentrés de vacances, j'ai dû leur dire. Mais j'ai l'impression que j'ai perdu 3 semaines de vie, quoi. C'était assez terrible, vraiment. Parce qu'en plus, l'anxiété de devoir leur dire quand c'est pas dit, devoir garder ça pour soi, c'était très dur. Donc je dirais que ouais, ça a été mon plus gros coup dur, en tout cas. Et du coup, ils ont réagi comment? Et sincèrement, ils ont vraiment bien réagi. Après, comment dire, je leur ai aussi, je pense, bien présenté les choses. Je leur ai expliqué qu'en gros, j'avais quand même
du contenu, que le son était bon, que j'avais quand même la cérémonie en intégralité, tout ça. Évidemment, j'ai fait une très très belle offre. En gros, je leur ai offert toute la presta. Donc, c'est-à-dire que les caméras que j'ai payées, etc., pour louer, j'ai tout offert. Tellement j'étais carpette. Ouais, non, j'aurais sans doute pas dû le faire, normalement, théoriquement. Mais je me sentais tellement mal que je l'ai fait. Je pense que voilà, si jamais ça doit me réarriver, je pense que c'est une erreur aussi que je ne ferai plus. Et du coup, ils ont bien réagi. Ils m'ont dit que les erreurs arrivaient. En tout cas, ils me remerciaient de leur avoir dit à l'oral, tout ça. Et puis voilà. Ouais, c'est pas simple comme traverser ça, c'est compliqué. Ouais. Ouais, non, c'était pas fun. C'était vraiment pas ouf. Puis après, tu te remets pas mal en question en mode c'est ma faute, machin. Parce qu'en fait, je me suis aperçue pour le coup que cette erreur de carte aurait pu être évitée. Et puis, du coup, on se remet pas mal en question aussi sur ses compétences, tout ça. Voilà. Ouais, c'est compliqué. T'as un problème de taille d'écriture sur la carte ou... Ouais, en fait, et voilà, si les vidéastes qui m'écoutent, ne faites pas l'erreur que j'ai faite. En gros, j'ai déréqué, donc j'ai stoppé l'enregistrement et j'ai éteint trop vite ma caméra. Voilà. Et quand, du coup, forcément, ça fait 1h30 que ta caméra est en train de rouler, il faut un petit temps d'écriture sur la carte. Faut pas éteindre tout de suite. Voilà. Bon, c'est le conseil, conseil gratuit du ça. jour. Exactement. Comment ça s'est passé ton tout premier mariage, tu te rappelles? Oui, je m'en souviens très bien. Donc c'est un tout premier mariage que j'ai fait gratuitement en fait pour me faire la main, pour voir si ça me plaisait. Et c'était des amis de mon cousin. Ça se passait en gros en Corse parce que je suis originaire de Corse. Et c'était dans leur jardin, mais qui est en fait une ancienne cour d'école. Et c'était vraiment très 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 fun. Franchement, c'était ils étaient en plus hyper chill, hyper détendus, voilà. Et ils ont fait une espèce de petite cérémonie laïque, mais vraiment à la déconnade, avec de l'alcool, où ils ont béni en fait les alliances avec les alcools qu'ils aimaient séparément, qui étaient mélangés, un truc vraiment dégueulasse, qu'ils ont dû boire d'ailleurs après en plus, n'importe quoi. Donc comme premier mariage, j'avoue que c'était très très spécial. Mais vraiment, je me suis dit que ça me faisait bien kiffer, quoi. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a donné envie de continuer aussi. Et tu disais que donc c'était un premier mariage que tu as fait gratuitement. On avait parlé un peu de ça avec Alex dans son podcast, sur la question de est-ce qu'il faut ou pas travailler gratuitement au début ou après, est-ce qu'on peut, même si on est bien établi dans son taf, est-ce que c'est bien de travailler gratuitement? Notamment... je pense qu'il y a peut-être une partie de notre audience aujourd'hui qui auront les poils qui se hérissent quand ils entendent ça, parce que surtout en France, je pense pas que ce soit trop le cas au Canada, mais en France, il y a toujours Jean-Michel, UPP un peu énervé qui dit non, mais faut pas bosser gratos, c'est pas bien, machin. Toi, c'est quoi ton expérience de ça? Alors, je sais pas, je pense que je dois savoir ce qu'Alex t'a dit, mais en tout cas, pour le coup, je partage pas mal son point de vue. Je pense que déjà, pour vendre ses services dans un métier où t'as rien à montrer, il faut faire des choses. Il faut travailler, voilà. Alors, moi, je trouve que c'est pas forcément un terme gratuit, parce que pour toi aussi, c'est un bénéfice, en fait, finalement, de faire cette vidéo-là. Donc, ça te sert aussi, quoi. C'est ce que dans la formation on appelle un free-to-fee, justement, dans FOTG. Donc en gros, moi je suis pour en tout cas faire des prestations à titre gratuit, contre justement l'utilisation dans son portfolio. Évidemment, il faut que ce soit un petit peu, je pense, selon moi, déjà dans le secteur dans lequel le vidéaste veut se spécialiser. Voilà, je pense que c'est hyper important. Et aussi un petit peu de la façon dont le veut le vidéaste, en fait, en gros. Vraiment de la façon aussi dont il a envie de mettre les choses en image, tout ça, avec accord évidemment de la personne, de l'entreprise en gros qui va filmer. Je suis désolée, il y a des travaux à côté de chez moi, j'espère que tu n'entends pas les... Ça devrait le faire. Ok, ça marche. Et du coup, alors qu'est-ce que je disais? Je réfléchis... Ouais, que vraiment ça corresponde plutôt en fait à ce que le vidéaste a envie de faire, envie de montrer, donc sous accord de l'entreprise qui en gros accepte de se faire filmer.
pour qu'il y ait aussi un bénéfice dans son portfolio. Voilà. Donc ça, c'est dans un premier temps. Après, pour moi, il ne faut pas non plus trop en faire au début, parce que le risque que j'ai vu de la part de personnes qu'on accompagne, c'est que justement, ils se sentent tellement pas légitimes qu'ils en font plein des contrats à titre gratuit. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'ils n'osent pas se lancer. Et pour eux, en fait, ils ne sont pas suffisamment bons pour proposer leurs services et se faire rémunérer. Donc je dirais qu'il ne faudrait pas en faire plus de 3. Voilà, 3, ça laisse déjà un petit peu une certaine diversité dans le contenu. Et après, pour ta question d'après, qui est, une fois qu'on est établi, refaire aussi des contrats gratuits, moi, je ne suis pas forcément contre cette idée. Si c'est tout simplement pour peut-être proposer un service qu'on n'a pas l'habitude de faire, voilà, un truc un petit peu nouveau qu'on a envie d'expérimenter. Ou aussi faire des projets à titre gratuit pour toi, perso, qui te font kiffer, quoi. En tout cas, moi, c'est ma vision. En tout cas, quand on est vidéaste de mariage aussi, on fait pas mal ce qu'on appelle des shootings d'inspiration. Je sais pas si tu connais. Ouais, mais est-ce que tu peux expliquer justement pour les gens ? Ouais, alors les shootings d'inspiration, c'est en gros plusieurs prestataires qui se réunissent pour créer un faux mariage, en fait, en gros, dans le but justement de montrer leur travail, leur expertise, pour ensuite communiquer sur leur site internet, leurs réseaux sociaux, et donner envie à des futurs mariés de faire appel à leurs services. Et donc justement, en tant que vidéaste et photographe aussi, ces moments-là, c'est hyper propice justement à la créativité, à montrer un petit peu ce qu'on sait faire, tout ça. Donc du coup, on en fait assez régulièrement. Ok, ouais, mais c'est une super bonne idée. C'est vrai que j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. J'ai une amie qui avait joué la mariée en fait en tant que modèle, et du coup, c'est vrai que c'est vachement intelligent de faire un truc comme ça, de se faire un book. Tout le monde y retrouve quelque chose. Il y a pas on ne dévalue pas sa valeur. Mais c'est ce que disait justement Alex, c'est que au début tu fais gratuit, après tu vas te faire payer peut-être, en lui parlant de dollars, $500, et puis après, une fois que tu as fait ton truc à $500, tu te dis mais ça vaut peut-être plus, donc je vais le mettre à $1000, et tu le vends une première fois, donc tu dis ok, maintenant ça vaut $1000. Après, la question de la valeur, c'est toujours très compliqué. Et encore une fois, en France, je pense que c'est plus compliqué qu'ailleurs, ne serait-ce que dans les termes qu'on utilise. Tu vois, aux États-Unis, on parle de pro bono. Tu sais, quand tu fais un travail gratuit, tu sais, on le voit dans les séries, tu sais, comme dans la série Suits, par exemple, quand tu as les avocats qui font des actions, qui décident de défendre un cas en pro bono. C'est-à-dire, en gros, ils vont mettre plein d'avocats sur le coup, mais ils ne feront pas payer la partie défendue. Et après, il y a un truc aussi, est-ce que, c'est bien qu'on en parle, parce que je me posais la question là, enfin, j'y pensais hier, j'ai l'impression que les photographes, les vidéastes, et plus largement les gens qui créent du média ou même de la musique, ce qui fonctionne bien sur le long terme, j'ai l'impression que c'est toujours des gens qui ont commencé par du gratuit et qui sont très généreux, dans le sens, pas généreux en mode trop en faire pour pas assez, tu vois, mais généreux dans le sens, ils vont pas être trop agressifs, trop pénibles, en tout cas jugés comme étant pénibles par le client qui va vouloir négocier, etc. Parce qu'au final, tu te rends compte que, en plus avec les réseaux sociaux, avec la facilité de véhiculer l'image et les médias, parfois il vaut mieux en donner plus que essayer de verrouiller, tu vois, parce qu'après tu te retrouves forcément en concurrence avec des gens qui seront plus généreux que toi et plus appréciés par le client, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je sais pas forcément si l'un vient contredire l'autre, mais en tout cas, je trouve quand même que c'est hyper important quand on est prestataire de services dans notre domaine, mais même en fait en général, de faire de l'over-delivery pour justement en fait soigner ton expérience client. C'est hyper important. Donc du coup, voilà, je sais pas, je saurais pas dire si cela va un peu en contradiction avec les gens qui veulent absolument faire payer. Peut-être que oui, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. Évidemment, il faut toujours que ça soit aussi dans la mesure de ce qui est raisonnable aussi. Évidemment, on va pas tout donner non plus. Mais je trouve que c'est bien en effet de faire ça. Ah, bien sûr. Alors, en photo, tu vois, moi je l'ai bien vécu. Je pense que les principales erreurs que j'ai fait quand j'ai commencé, c'était justement de trop écouter les conseils de ce fameux Jean-Michel énervé qui disait non, faut tout faire payer et tout. Et en fait, ça m'a fermé pas mal de portes, j'ai l'impression, parce que quelqu'un qui va... La rhétorique qui est utilisée comme quoi, si tu proposes du gratuit, les gens penseront que tu es tout en gratuit, c'est faux en fait. C'est-à-dire qu'un client qui n'est pas prêt à payer,
oui, il sera jamais prêt à payer. Mais un client qui est prêt à payer et à qui on propose un échantillon gratuit, c'est pas pour autant qu'il va te mettre une étiquette gratuite sur le front. Sinon, même dans les supermarchés, personne proposerait des bouts de fromage gratuits, des trucs comme ça. Ça marche en fait, ce genre de process. Et ça marche aussi en vidéo, ça marche aussi. Des gens avec qui j'ai bossé en prestataire, enfin que j'ai fait bosser comme prestataire, qui ont commencé à bosser gratuitement avec moi sur des projets. Et quand j'ai vu de quoi ils étaient capables, et qu'ils étaient capables en plus de prendre de la hauteur d'esprit pour se dire ok là j'accepte de ne pas être payé parce que, ou juste défrayer, parce que de toute façon il n'y a pas un budget nécessaire pour tout le monde sur ce truc-là, bah, dès qu'il y a un budget qui se déclenche, bah, il est pour lui quoi, en priorité. Tu vois. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que c'est important aussi d'être ouais, un petit peu généreux dans l'abondance, tout ça. J'ai perdu un petit peu le fil de ce que je voulais dire, mais en tout cas, c'est possible par rapport à ce que tu disais, l'étiquette du gratuit. Moi, j'avais l'expérience, en tout cas, de justement proposer un service gratuitement à une entreprise. Donc là, c'était un torréfacteur pour le coup. Mais j'avais déjà quelques vidéos culinaires à mon actif. Et là, pour le coup, je me suis dit, bon, je pense que stratégiquement, en gros, proposer uniquement que du gratuit, là, pour moi, ça n'a pas forcément sens, mais j'avais quand même envie de faire une vidéo sur un torréfacteur, donc j'avais besoin d'un torréfacteur. et donc, en gros, c'était déjà quelqu'un que j'avais préalablement rencontré pour faire un petit peu comme une étude de marché dans mon secteur. Et il m'a dit surtout n'hésite pas à m'envoyer ton site lorsqu'il sera prêt et tout. Et donc chose que j'ai faite quand mon site était finalisé, et je lui ai dit voilà, comme tu peux voir, en fait j'ai pas de vidéo de torréfacteur, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup de faire. Je veux savoir si tu es d'accord pour qu'en fait je vienne gratuitement faire la vidéo. Et si jamais elle te plaît, on peut s'entendre sur un prix pour que tu puisses l'exploiter et me l'acheter. Et du coup il a été d'accord et finalement la vidéo lui a plu et il me l'a acheté. Donc c'est aussi des façons qu'on peut voir un petit peu, voilà. Ouais, c'est clair. C'est marrant, un des uniques mariages que j'ai fait, j'en ai fait 2 dans ma carrière. Ça t'a pas plu? Non, c'est pas trop mon truc. Je comprends, hein, j'ai plein de potes qui en font, mais moi c'est pas du tout mon truc. Et j'en ai fait un pour un très très bon ami, et j'ai fait venir un pote vidéaste qui lui voulait se lancer dans la vidéo de mariage. Qui était photographe et qui voulait se lancer dans la vidéo. Il n'y avait plus de budget parce que c'était à la fin du bouclage du budget et tout. Et le deal qu'il a réussi à avoir avec la mariée, enfin avec le couple, c'était je fais le truc en échange des frais. Et si ça vous plaît, vous l'achetez. Et finalement, il s'est fait acheter la vidéo comme ça. Alors, c'était pas des milliers et des cents, hein, c'était quelques centaines d'euros pour son tout premier. Mais ça l'a conforté, ça l'a. Tu vois, il a pu se lancer là-dedans, il avait quelque chose à montrer. Et c'est vrai que. On n'imagine pas forcément En fait, il faut penser un peu à long terme, quelque part aussi. Et se dire, les opportunités, c'est pas A plus B égale C, quoi. Parfois, c'est A plus B, plus quelque chose, et à la fin, ça donnera quelque chose. Ouais, totalement d'accord avec toi. Mais c'est une très belle idée qu'il a eue et tout, c'est vraiment cool. T'as fait une vidéo sur YouTube où tu interviews une photographe et tu as une conversation avec elle qui est très intéressante et j'aimerais bien avoir ton avis sur ça parce qu'on n'y pense pas assez, mais la relation entre le photographe et le vidéaste sur le mariage. On le voit dans la presse quand il y a un JRI sur le reportage. Nous, les photographes, on a tendance un peu à gueuler parce qu'on sait qu'il va toujours être dans notre champ. Et c'est peut-être encore pire dans un mariage ou dans un plan un peu corpo où on crée en plus les choses. Si tu devais résumer cette conversation et ce que tu en retires, ce serait quoi? La communication, c'est la clé. Voilà, ça en gros, c'est vraiment la chose que je retirerais un petit peu de cette vidéo pour parler plus spécifiquement de la relation entre photographe et vidéaste sur un mariage. Vraiment, le plus important, c'est vraiment de communiquer sur ses besoins et aussi de rester évidemment courtois, avenant. En gros, les mariés ont embauché un vidéaste et un photographe. C'est pas pour qu'ils se fassent la guerre. En fait, c'est deux métiers qui sont complètement complémentaires. L'un ne peut pas se substituer à l'autre. En fait, ils sont tous les deux hyper importants. Et c'est vraiment pour moi primordial que l'entente se passe bien et que, en gros, chacun respecte un petit peu les besoins des autres. Savoir un petit peu se retirer quand le photographe a besoin. Savoir un petit peu dire bon là, j'aurais besoin d'un petit moment pour faire ce type de plan, etc., etc. Et
Et moi, je trouve que c'est vraiment super cool de voir les choses comme ça, comme une collaboration en fait entre les deux personnes. Parce que c'est là en plus où on a le plus de fun. C'est hyper génial d'aller sur un mariage et de se dire oh super, on va bien s'entendre avec le photographe, on va bien s'amuser, on va faire des trucs cool et tout. Franchement, moi j'ai que des bons souvenirs avec les photographes. Généralement ça se passe plutôt bien. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut nourrir. Voilà, c'est hyper important. Et puis après, ça nourrit le réseau aussi. C'est ce qu'il faut penser parce que quand on est vidéaste en tout cas. Les photographes, ce sont toujours les premiers bouquets en plus sur les mariages. Donc si on se met tous les photographes à dos, on risque pas d'avoir non plus énormément de boulot, quoi. Alors justement, pour parler chiffres un petit peu, ça coûte combien, combien ça peut se pricer un vidéaste de mariage à peu près? Alors, comme tout ce qui est en fait prestation de service dans le monde de la création de contenu, évidemment les prix sont ultra variables. Tu peux retrouver des prix vraiment très bas, comme des prix beaucoup plus premium et beaucoup plus élevés. Je pense qu'on a tous commencé quelque part. Moi, j'ai commencé très bas aussi parce que pareil, je dévalorisais beaucoup mon travail, etc. Après, quand je me suis fait un peu plus coacher, tout ça, que tu réalises aussi que c'est ton taf et que tu as des factures à la fin du mois qu'il faut payer, là, tu commences à augmenter tes tarifs petit à petit. Je dirais qu'en entrée de prix pour un vidéaste, il faudrait que ça soit, je pense, évidemment, après c'est mon point de vue, au moins 1 700 € en entrée. Voilà. Et pour être honnête et transparente avec toi, quand moi j'ai débuté, j'étais moins que ça en termes de prix. Donc du coup voilà. Mais après, on apprend de ses erreurs, on évolue aussi et l'un n'empêche pas quoi. On peut commencer bas et puis après monter. Ouais. Toi aujourd'hui, tu prices combien à peu près pour une fourchette sur une journée de mariage à peu près? 1 225 €, voilà, pour l'année prochaine. Pour une journée? Ouais. D'accord. Et t'inclus le montage dedans aussi Ouais. ou c'est tout compris? Ouais, j'inclus le montage dedans. Et ouais, donc c'est des prix un petit peu similaires à ce qu'on peut faire en photo, j'ai l'impression. Les journées de mariage, à peu près 1 000 €, ce genre de choses, 2 000 €. C'est plutôt, en fait, ça dépend vraiment de son positionnement, des types de mariages qu'en fait on a aussi. Hein. Il y en a qui ont des entrées à 1 000, il y en a à 2 000, il y en a à 3 000. C'est ultra variable. Ça dépend de notre clientèle en fait et de comment est-ce que nous on veut axer notre positionnement par rapport à cette clientèle qu'on vise. D'accord. Et toi, t'as un petit peu affiné ton avatar client, tu sais que tu t'adresses à un certain type de couple ou c'est un peu du tout venant ou... C'est pas quelque chose que, pour le coup, j'ai vraiment théorisé dans le mariage parce que je l'ai plutôt fait instinctivement. Mais en tout cas, je sais que les couples, en tout cas, que je vise, ils ont généralement plus de 30 ans. Donc, et c'est-à-dire qu'aussi, ils ont les moyens de financer eux-mêmes leur mariage. Voilà. Après, comment dire, mine de rien, je suis quand même encore à mes débuts. J'ai commencé en février 2021. Donc du coup, je vais aussi peut-être prendre certains clients qui ne sont pas forcément dans ma typologie peut-être idéale. Mais en tout cas, je privilégie toujours le feeling. Donc c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a visio obligatoire, appel et tout pour qu'on voit vraiment si on est compatible, enfin si le couple est compatible avec moi. C'est un peu comme une histoire d'amour aussi, quoi. Parce que j'ai pas envie de m'engager sur une journée de mariage et après sur un montage avec des gens qu'en fait je peux pas voir en peinture. Je pense que c'est hyper important aussi de voilà, que ça se passe bien des deux côtés. Et puis aussi, il faut aussi qu'ils soient à l'aise avec moi. Mine de rien, on est vachement dans l'intimité, quoi, quand on est sur un mariage voilà, sur une prestation. Donc du coup, voilà, et je dirais que ouais, pour l'instant, c'est vraiment la question de feeling, en gros, qui fait en sorte que je prends ou pas un couple, en quelque sorte. D'accord. Et comment tu les trouves, tes couples? C'est via les réseaux sociaux, le bouche-oreille? C'est très majoritairement le bouche à oreille et les réseaux sociaux. Voilà. Instagram, peut-être des gens aussi qui repartagent les posts, tout ça. J'ai un peu de personnes qui viennent aussi de mon site internet parce que justement là je suis en train de travailler aussi le SEO de mon site.
mais je te dirais que principalement c'est ça. J'ai pas fait de salon encore, voilà. Mais je sais qu'il y a certains vidéastes en tout cas qui font des salons, ça fonctionne aussi très bien pour eux justement pour avoir des contacts avec des premiers mariés. D'accord. Tu parles d'Instagram, et t'as une stratégie particulière dessus ou des petits tips à partager aux gens qui nous écoutent? Oh mon Dieu. Alors, je parle d'Instagram parce que je sais que c'est important, mais on peut pas dire que je suis non plus la personne la plus régulière sur ce réseau social. J'avoue que c'est compliqué. En tout cas, des conseils qu'on peut voir un petit peu partout sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, et sur la vidéo de mariage en particulier, c'est vraiment d'utiliser un petit peu tout le contenu du film pour en faire des micro-capsules aussi pour les poster sur Instagram. Et je dirais que c'est bien d'essayer d'avoir en tout cas une stratégie là-dessus. Pourquoi pas aussi proposer peut-être quelques tips pour les futurs mariés. C'est quand même quelque chose aussi qui peut être agréable pour eux et du contenu qui peut leur être utile. Parce que généralement, je pense que c'est quelque chose qui touche peut-être aussi les photographes et les vidéastes d'autres branches. C'est qu'en fait, quand on communique sur les réseaux sociaux, on a tendance à communiquer à d'autres vidéastes ou d'autres photographes et pas à sa clientèle cible. Donc c'est vraiment ça que je pense qu'il faut garder en tête. Parce qu'en fait, en gros, savoir exactement ce qu'il y a dans le sac du vidéaste de mariage, les futurs mariés, en fait, ils s'en fichent un petit peu, je pense, de ce genre de choses. Donc du coup, ouais, penser un petit peu aux besoins de notre cible et pour pouvoir y répondre si jamais on a envie de faire un petit peu des vidéos pratiques pour les futurs mariés et montrer surtout ce qu'on sait faire assez régulièrement. Ça, je pense que c'est aussi important. Ah, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai l'impression que dans le milieu de la vidéo, je pense par exemple à la vidéo de voyage, tu vois, avec Alex et MJ et un peu toute l'audience qu'ils ont mis en place, il y a beaucoup ça qui ressort, le côté fanat matos, tu vois, il y a beaucoup de gens qui aiment bien parler de leur matos, leur optique, leur trépied, leur machin. Et moi, avec le temps, tu vois, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'avais commencé par un peu de tests de matériel, trucs comme ça, parce que j'étais ambassadeur Fuji, donc je montrais des boîtiers, tout ça. Et en fait, ça m'a vite gonflé, parce que je me rends compte que sur le terrain, on s'en fout de la marque de ton appareil photo, on s'en fout de l'optique que tu utilises, on s'en fout de si tu peux faire tant de milliers d'ISO ou de millions d'ISO, je sais pas quoi. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui est assez problématique justement pour les gens qui débutent, parce qu'ils se focalisent tellement dessus que, comme tu viens de le dire très justement, ils oublient les besoins du client, ils oublient qu'ils sont aussi en prestation de service, qu'ils ne sont pas là que pour se faire plaisir. Est-ce que toi tu l'as vu, ça, ce côté, le photographe qui se prend un peu pour, enfin le photographe et vidéaste, hein, qui se prend un peu pour une diva, qui est là pour lui, tu vois, et pas trop pour le client? Franchement, non. Alors après, je vis peut-être dans un monde de bisounours, mais non, j'ai pas vu ça, moi, en tout cas, en particulier. Après, pour tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, oui, en effet, parfois, je vois certaines personnes qui communiquent un petit peu trop, justement, sur ce genre de choses un peu plus techos, ce qui nous fait kiffer, mais qui, en fait, ne sert pas forcément notre client, quoi. Ça, oui, je le vois quand même, je le vois quand même assez régulièrement. En tout cas, c'est intéressant tout ce que tu nous as partagé. Peut-être on pourrait terminer par parler de ta chaîne YouTube et de pourquoi tu en es venu à te lancer sur ce créneau-là. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose des youtubeurs qui parlent de vidéos, de photos, il y en a énormément. Toi, à quel moment tu t'es dit ok, je vais me lancer, et c'est quoi ta stratégie sur cette plateforme? Alors, déjà, j'ai découvert un petit peu plus YouTube vraiment profondément pendant le confinement, donc pendant 2020. Et c'est un peu cette plateforme après qui m'a aussi donné envie de me lancer à mon compte. C'est notamment à ce moment-là que j'ai découvert les vidéos de mariage, tout ça, les vidéos un peu plus corporate, et que je me suis dit qu'en fait, il y avait moyen de me détacher du journalisme pour aller vers ces voies-là. Donc déjà, YouTube, c'est vraiment une plateforme d'inspiration pour moi, en général. Comment après j'en suis venue à me dire que moi aussi je pourrais lancer ma chaîne, j'avoue que je sais pas, je saurais pas trop comment te l'expliquer, mais en fait j'étais toujours un peu à la recherche de femmes un peu créatrices aussi sur les réseaux sociaux, et j'avoue que c'était assez une
frustration de pas trop en voir, du moins en France. Il y en a aussi très peu, déjà qu'aux États-Unis il n'y en a pas beaucoup, en France il y en a encore moins. Et en fait je me régalais toujours un petit peu à trouver quelques pépites femmes un peu à droite et à gauche, ça me plaisait beaucoup. Et puis je sais pas, je me suis dit ça me plaît de voir ça et pourquoi pas essayer moi aussi de le faire moi-même. En fait, c'est tout bête, mais j'aurais trop aimé être la vidéaste YouTube de quelqu'un. Et en fait, à chaque fois, je disais à ma pote qui est photographe culinaire, qui s'appelle Marine, je lui disais hey Marine, tu veux pas te lancer sur une chaîne YouTube et tout? Moi, je te filme, machin. Et en fait, je trouvais d'autres personnes aussi potentiellement et non. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, on va le faire pour toi-même. Voilà, comme ça au moins, voilà. Et c'était un sacré challenge aussi parce que je suis pas particulièrement à l'aise avec mon image, ça a toujours été quelque chose qui était assez difficile. Et justement, faire cet exercice, j'ai trouvé ça en fait ultra formateur. Donc j'ai fait une première vidéo. Et je me suis dit, c'est cool, en fait, ça passe, il faudrait continuer. Et en fait, je me suis un peu lancée spécifiquement dans la vidéo de mariage parce que je trouvais que c'était justement aussi un contenu que je trouvais pas en français sur YouTube. Voilà, il y en a beaucoup aux États-Unis, en anglais et tout, et en fait, je trouvais pas en français. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, je vais parler de ce que je sais faire, et comme je sais faire ça, je vais le partager. Et c'en est venu comme ça. Après, en termes de stratégie, j'ai pas non plus une stratégie ultra définie. Mon objectif, c'était de faire 2 vidéos par mois, vraiment dans ce sens-là. Après, j'ai eu des événements personnels justement qui ont fait que j'ai pas pu atteindre cet objectif-là cette année pour l'instant. Mais en tout cas, j'ai vu quand même une forte augmentation. Et en fait, tu te rends compte à quel point le SEO aussi c'est important sur YouTube parce qu'il y a des vidéos que j'ai faites au tout début, donc en 2021, qui ont performé de ouf, qui m'ont fait avoir plein d'abonnés, et alors que j'avais rien fait pendant un an. Parce que vraiment, en 2022, je me concentrais vraiment sur en gros, développer mon entreprise. Et comme là, j'ai repris un petit peu en 2023, j'ai quand même vu la différence. Ouais, le SEO, c'est ultra puissant. Ouais. Ouais. Et après, l'idée pour toi, c'est quoi? C'est de monétiser la chaîne, mettre de la pub, peut-être ce genre de choses? Sincèrement, j'y ai pas nécessairement pensé. Pas du tout. Je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen de créer des partenariats avec d'autres créateurs. Que ce soit pareil des vidéastes ou des photographes, pourquoi pas se faire des challenges, tout ça. Je le vois vraiment plus comme du plaisir en fait pour l'instant, et puis après on verra la suite. Ça me permet aussi de communiquer un petit peu sur Mariage on the Go qu'on a développé avec Alex et MJ de Filmmaker on the Go. Donc ça me permet aussi d'en parler un petit peu dans ma chaîne. Mais sinon, c'est tout pour l'instant. En tout cas, je n'ai pas de stratégie de monétisation pour la suite. Je mettrai en description de cet épisode, si j'oublie pas, parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, on finit par l'oublier. Je mettrai le lien vers la masterclass d'Alex et MJ et puis de la tienne, justement. Ouais, cool. J'ai eu l'occasion de participer aussi, de lui faire une petite masterclass sur la photo de presse, d'ailleurs, il y a longtemps, pendant le confinement, je crois. Et c'est vraiment une super formation pour se lancer, pour comprendre comment fonctionne l'appareil photo en vidéo, pour aller vite et bien, parce qu'ils sont extrêmement bons pédagogues, et tous les deux, et tous les trois bien maintenant. Il y a le petit bébé on the go. Et non, c'est vraiment cool. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager avec les gens qui écoutent ce podcast qui aimeraient se lancer et qui n'osent pas forcément et à qui il manque peut-être un déclic? Qu'est-ce que tu aimerais partager? Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'en tout cas, s'ils y pensent souvent, qu'ils en ont vraiment envie, tout ça, qu'ils sentent qu'il y a comme une impulsion, faut y aller, quoi. En tout cas, c'est vraiment mon conseil, et c'est en faisant qu'on se rend compte qu'en fait, c'est possible, voilà. Et si c'est possible pour d'autres personnes, c'est possible pour soi aussi, clairement. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de personnes qui, au début, n'avaient pas du tout de connaissances dans la caméra, qui même n'avaient pas de matériel, et qui aujourd'hui, que je connais, qui sont vidéastes à temps plein. Donc, il faut juste trouver le courage de se lancer, de se donner cette impulsion-là.
Ouais. T'es optimiste, toi, par rapport à l'avenir, quand on voit ce qui se passe en termes d'IA ou en termes de facilité d'accès au marché, tu vois, les gens suivent une masterclass et puis peuvent se lancer. D'ailleurs, j'ai écouté ton dernier podcast sur l'IA, j'ai trouvé ça hyper intéressant, la conversation que vous avez eue. Moi, personnellement, j'essaye de pas non plus trop y penser, en fait, et de laisser venir les choses comme elles arrivent. Je pense que ça peut être un super outil, en tout cas l'IA, pour justement se faciliter un petit peu la vie en montage. Après, j'avoue que je ne suis pas uniquement monteuse, donc après, je sais pas, je suis pas à ce niveau-là. Je pense quand même que... J'espère du moins qu'il n'y a rien qui remplacera l'humain vraiment. Et puis voilà, après, c'est vraiment... je crois que tu m'as posé la question pour ce qui est des nouvelles personnes aussi qui arrivent, qui se forment sur le marché, c'est ça. Je pense que c'est positif. Il faut voir aussi les choses positivement aussi, d'avoir justement le marché qui grandit. Ça veut dire qu'il y a de la demande aussi. C'est vrai que c'est dur d'essayer de voir les choses un petit peu différemment et d'avoir un petit peu justement cet état d'esprit d'abondance, mais de se dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Et que voilà, c'est important d'essayer aussi de garder ça en tête, et que tant que voilà, on continue à communiquer, à parler à son client idéal, tout ça, ça arrivera, quoi. En tout cas, on aura des contrats. Ouais. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça a aussi donné plus de force à la vidéo, et peut-être que les clients cherchent, un type de client en tout cas, cherchent à avoir du contenu vidéo de leur mariage, et donc du coup, ils ont besoin de plus de vidéastes qu'il n'y en a sur le marché. Peut-être. Mais c'est vrai que la vidéo commence à devenir c'est de plus en plus évidemment tendance, hein, comme tu dis, avec les réseaux sociaux, tout ça, mais ça commence à arriver, et donc du coup c'est normal aussi qu'en contrepartie, il y a aussi beaucoup de vidéastes qui se lancent, quoi. Ouais, c'est clair. En tout cas, je pense que cet échange aura été très intéressant pour les photographes qui se posent la question de est-ce que ce serait pas mal ou pas de se lancer dans la vidéo. En tout cas, il y a plein d'éléments. Puis je les renvoie vers ta chaîne YouTube et vers la masterclass de Alex AMJ pour aller plus loin. Écoute, merci Flora. Merci à toi. Et à très bientôt. Ouais, à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement, et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.